l'ONIC. L'ONIC a changé de nom. Maintenant, c'est France Agrimaire. Les missions ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, mais l'organisme existe toujours. Donc, ça s'appelle autrement. Les missions ont été modifiées. Je crois que le financement a été modifié aussi. Avant, c'était public. Maintenant, c'est moitié-moitié. Il y a quelque chose comme ça au niveau du financement. Ensuite, l'écotaxe. Moi, je pense que si on taxe les longues distances, ça peut contribuer effectivement à faire en sorte que ça favorise la localisation de la production. Mais le problème qu'on a avec l'écotaxe qui est venu à la suite du Grenelle de l'environnement et que la droite a fait voter et qu'elle n'a pas appliqué le temps qu'elle a été au gouvernement, c'est que l'écotaxe, c'est un peu le contraire. À savoir que des produits qui empruntent l'autoroute pour venir des autres pays de l'Union européenne dans toutes les régions de France ne vont payer l'écotaxe que sur les parties hors autoroute. Tandis que les élevages de cochons, de volailles en Bretagne, eh bien, ils ne sont pas sur le bord des autoroutes, ils sont dispersés dans la campagne. Et donc, quand on livre des poussins à un éleveur, on paye l'écotaxe sur le camion de poussins. Quand on livre de l'aliment, on paye l'écotaxe sur le camion d'aliments. Une fois que les volailles sont prêtes à aller à l'abattoir, on paye l'écotaxe pour aller à l'abattoir. Une fois qu'elles ont été débitées, on paye une écotaxe pour aller chez Leclerc et chez les autres dans leur, comment dirais-je, leur base où ils rassemblent leurs produits dans un premier temps des fois. Et après, encore écotaxe pour approvisionner les magasins. Et je vous ai expliqué tout à l'heure comment les pâtés ENAF avaient été aussi conduits à fractionner les livraisons et donc devraient payer beaucoup plus d'écotaxes qu'ils ne le feraient normalement s'ils pouvaient livrer un mois de marchandises au lieu de livrer pour une semaine par exemple. Donc on a tout ça. On nage totalement dans l'absurde. Les produits qui viennent de loin sont relativement épargnés, les produits de proximité, pour quitter leur lieu de production, et même avant de quitter leur production, ils ont été taxés plusieurs fois. Donc ce système-là, il n'est pas cohérent. Il faut trouver quelque chose de plus intelligent que ça. Mais je pense effectivement, si par exemple on mettait de l'écotaxe sur les importations, y compris les fleurs coupées qui viennent de je ne sais pas où en avion, et ça pollue, effectivement. Les avions polluent beaucoup. Oui, je pense que l'écotaxe peut être une mesure, mais il faut qu'elle soit appliquée, de manière intelligente. S'agissant moi je crois que dans cette Union européenne, où il n'y a pas de droit de douane à l'intérieur de l'Union européenne, les marchandises circulent librement, les travailleurs aussi. Mais ce qui n'est pas normal, même dans ce système libéral, c'est qu'il y ait des distorsions de concurrence du fait de l'absence d'harmonisation sociale. Non seulement on ne va pas vers l'harmonisation sociale, mais on fait le contraire. Quand des travailleurs détachés sont en masse comme ça dans un pays, eh bien, c'est totalement le contraire. C'est une distorsion de concurrence quelque part, c'est le contraire de l'harmonisation sociale. Et donc, moi je pense que un pays comme la France, dans le temps, le général de Gaulle avait institué la politique de la chaise vide parce qu'il trouvait qu'on ne pouvait plus défendre ses propres intérêts au sein de l'Union européenne. Et les autres pays étaient venus à de meilleurs sentiments après plusieurs mois de chaise vide. Eh bien, si la France avait un peu de volonté, peut-être qu'il faudrait prendre une mesure de ce type-là et dire, tant qu'il n'y aura pas de politique d'harmonisation sociale, c'est-à-dire et vers le haut et pas vers le bas, eh bien, nous, on ne participera plus aux négociations, ou nous, on va boycotter ceci ou cela. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais il n'y a pas de volonté politique pour faire ça. Au contraire, tous les pays ont donné mandat
au commissaire au commerce pour négocier à la fois avec le Canada, où il vient de conclure, avec les États-Unis et avec les pays du Mercosur pour encore aggraver la situation par rapport aux pays tiers. Parce que il y a la situation à l'intérieur de l'Union européenne et puis il y a les pays tiers. Si on aboutit à un accord avec les États-Unis, nous savons bien qu'en plus du bœuf canadien et d'autres produits, il y aura aussi du bœuf américain. Et si on cède sur les mesures sanitaires, il y aura peut-être du poulet américain lavé à l'eau de Javel et du bœuf aux hormones, voire des produits laitiers de vaches piqués aux hormones aussi pour produire plus de lait. Donc ces négociations-là, elles intègrent toutes ces questions-là. Et qu'est-ce qu'on a besoin de négocier des baisses de tarifs douaniers avec les autres continents? On est capable de produire soi-même ce qu'on a besoin. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Parce que, en plus, quand on nous dit, et ça me permet de revenir sur la LME, on disait que c'était pour rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs. Ce n'est même pas vrai, ça. Parce que comment évoluent les salaires et les pensions dans ce pays? Ils suivent à peine l'indice INSEE qui mesure mal déjà le coût de la vie, qui minimise le coût de la vie. Et donc, quand il y a des baisses de prix, de certains prix dans les magasins, on ne rend pas du pouvoir d'achat aux consommateurs, ça permet d'avoir une inflation relativement faible. Mais le pouvoir d'achat, il n'augmente pas. Donc, il ne faut pas dire que ça nous rend du pouvoir d'achat. Sur l'histoire des DPU et les veaux. Je ne savais pas pour les veaux, mais c'est vrai pour le reste. C'est vrai pour le reste. Par exemple, la prime à l'hectare, une fois qu'on est passé au DPU, parce qu'avant 2003, tu avais une prime à l'hectare pour le blé si tu semais du blé. Tu avais une prime à l'hectare pour le maïs, etc., si tu semais du maïs. Mais avec les DPU, tu as une prime globale. Et tu as cette prime globale que tu sèmes du blé ou pas. Si tu ne sèmes pas, tu as une obligation, c'est de passer un coup de rotovatoire dans ta parcelle pour que le sol reste propre. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure des solutions d'ailleurs. À tel point qu'on a fait ce que certains ont appelé au début de la jachère énergétique, c'est-à-dire que oui, c'est terminé, oui, qu'on pouvait cultiver ou du colza ou du blé pour faire de l'éthanol et en toucher la prime. Mais voilà, c'est complètement stupide. Mais c'est ça aussi la politique agricole inventée par la technocratie, quoi. Est-ce qu'il y avait autre chose? L'agriculture bio. Ah, l'agriculture bio, oui. L'agriculture bio est une agriculture inventive parce qu'elle a un cahier des charges qui oblige à se passer et des engrais chimiques et des pesticides. Et donc, à partir de là, on est obligé d'être observateur, on apprend à redevenir des paysans. Ce que n'ont pas besoin les agriculteurs sous assistance chimique permanente. S'il y a des limaces, on traite. Voilà. S'il y a des pucerons, on traite. Ouais. Et comme la grande distribution, si on lui livre des palettes de salade avec des pucerons, elle va les renvoyer. Donc on a intérêt à traiter. Parce que là aussi, les exigences des distributeurs poussent à utiliser beaucoup de chimie dans l'agriculture. Les exigences de produits tous ressemblants, sans défaut. Le zéro défaut d'aspect des produits que vous achetez en magasin, c'est toujours plus de chimie dans l'agriculture parce que c'est la condition pour arriver à ce défaut zéro d'aspect. Si vous livrez des salades avec des pucerons, on vous renvoie les palettes et vous n'êtes pas payé. Et puis voilà. Donc, pour sécuriser votre revenu, vous êtes conduit à surtraiter. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Je reviens à l'agriculture biologique. En étant inventive, elle est aussi plus coûteuse parce qu'elle a moins de rendement. Et donc, après, il faut créer son marché parce que ce n'est pas le même marché que les autres produits. Et
Ce qui fait que, pour bien gagner sa vie, ou pour gagner correctement sa vie en agriculture bio, en général, il faut faire de la vente directe. Qu'il s'agisse de fruits et légumes, de fromage de chèvre ou autre, là, on arrive à s'en sortir. Si on passe par les magasins, c'est beaucoup plus compliqué. Et à partir de là, l'agriculture biologique, c'est un peu plus de 3% des superficies aujourd'hui, et c'est un peu moins de 3% de la production en France. Moi, je pense qu'elle progressera, mais elle ne peut progresser que très lentement, dans la mesure où il faut trouver des volontaires pour faire de l'agriculture bio, et c'est pas si évident que ça. Et une fois qu'on est volontaire, eh bien, il faut faire sa conversion, et puis il faut créer son marché soi-même la plupart du temps. Donc, à mon avis, ça progressera au fur et à mesure qu'il y aura des AMAP demandeuses de produits bio, etc., etc. Parce que dès que ça passe par la grande distribution, c'est perverti. Si, moi j'habite à Colombes dans les Hauts-de-Seine, il y a un petit rayon bio dans le Leclerc où on fait parfois les courses. Et dans ce rayon bio, vous avez finalement les 2/3 des produits qui sont des produits importés. Beaucoup d'Espagne et d'Italie, mais aussi d'Amérique centrale et d'Asie. Déjà, le bilan carbone, il n'est pas bon. Et puis, faire confiance à des produits bio venus de si loin, dans quelles conditions ils ont été produits, est-ce que quand il manque des volumes, on ne met pas autre chose à la place? Tout est possible dans ce domaine. Autant en France, il y a des contrôles assez stricts, autant d'autres pays, c'est beaucoup plus lâche. Donc je pense que ça progressera, mais lentement. Et en même temps, je pense que les agriculteurs conventionnels, sans qu'ils aient forcément envie de devenir des agriculteurs biologiques, devraient observer beaucoup plus attentivement ce que font les agriculteurs bio, parce que, y compris pour réduire leurs coûts de production, il y a beaucoup de choses auxquelles, à partir desquelles ils peuvent s'inspirer sur leur propre ferme pour mettre moins d'engrais, pour mieux utiliser le fumier, le compost, etc., pour avoir des couverts végétaux. Enfin, et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de l'agriculture biologique pour l'agriculture conventionnelle, pour la rendre moins dépendante de la chimie progressivement.